Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, le plus de la capitale. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Nous amène à Moscou, où le président russe Vladimir Poutine a signé hier un décret visant à réformer ce qu'on appelle la doctrine nucléaire russe. Alors, qu'est-ce qu'on entend par doctrine nucléaire? C'est en fait ce qu'on appelle aussi la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire la capacité qu'a en l'occurrence la Russie à pouvoir infliger par le biais de l'arme nucléaire des dommages inacceptables à un adversaire qui voudrait justement l'attaquer. Et cette dissuasion justement repose sur un certain nombre de facteurs. Le premier, c'est d'abord la capacité à ce pays-là, donc la Russie, à détenir ce qu'on appelle l'arme nucléaire, mais aussi sa capacité à pouvoir disposer de moyens de transport, ce qu'on appelle des vecteurs, en vue de faire exploser cette bombe nucléaire-là sur le pays qui est considéré comme étant hostile. Et donc pour cela, il y a trois différents types de vecteurs nucléaires qui sont principalement utilisés par la Russie. On a l'aviation, c'est-à-dire un bombardier qui peut aller tirer sur le pays en question. On a ce qu'on appelle les missiles balistiques, ce qu'on appelle aussi les missiles intercontinentaux, c'est-à-dire des missiles qui peuvent aller au-delà de 1000 km. Et on a aussi les sous-marins nucléaires qui peuvent aussi porter cette arme-là. Alors il faut savoir que la doctrine nucléaire russe est née après la Seconde Guerre mondiale, à partir du moment où le pays a commencé à se doter de l'arme nucléaire, notamment à partir de 1959, le 17 décembre 1959, notamment avec l'arrivée des premiers missiles, la première livraison de missiles balistiques et missiles nucléaires à l'armée rouge, donc à l'armée russe. Cette doctrine, évidemment, elle était basée sur une position purement défensive, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord qu'un État hostile s'en prenne au territoire russe pour qu'en retour, évidemment, ce pays-là, la Russie puisse riposter face à cet État-là. Et donc, les pays qui étaient aussi, le deuxième point très important que les auditeurs doivent comprendre, c'est que les pays qui étaient principalement concernés par cette doctrine nucléaire-là, c'était tous les pays qui sont détenteurs de l'arme nucléaire. Donc les pays non détenteurs de l'arme nucléaire n'étaient pas concernés en réalité par cette doctrine. Parce que si vous n'avez pas d'arme nucléaire, il n'y a donc pas de raison qu'on puisse vous attaquer avec l'arme nucléaire. C'est des traités, notamment sur le traité de Genève, qui interdit l'utilisation d'armes nucléaires contre un État qui n'en dispose pas et donc qui ne serait pas en capacité de l'utiliser. Et donc, à partir de là, la différence qui concerne la Russie, c'est que, évidemment, cette doctrine-là a été révisée dans la mesure où la situation géopolitique à laquelle elle fait face depuis ces 2 dernières années a également changé. Il faut savoir qu'avec l'autorisation qui a été donnée par les Américains d'utiliser des attaques MS, c'est-à-dire des missiles longue portée, des missiles qui peuvent aller entre 75 et 300 km à l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne ne dispose pas d'armes nucléaires, mais les attaques MS peuvent être dotées d'une tête nucléaire et donc pourraient potentiellement infliger de graves dommages à la Russie. Et d'autant plus que, même si l'Ukraine ne dispose plus d'ogives nucléaires, parce qu'il faut savoir qu'au moment où ce pays a été reconnu indépendant, l'ensemble des têtes des ogives nucléaires qu'elle détenait sur son territoire avait été rétrocédée en quelque sorte à la Russie. Or, pour les Russes, ils considèrent que l'utilisation des attaques MS, donc des missiles longue portée, peuvent causer quand même des dommages considérables à la Russie, dans la mesure où ces missiles pourraient atteindre un certain nombre d'infrastructures, les infrastructures pétrolières, les infrastructures telles que les aéroports, les bases militaires et autres, qui concourent justement à la sécurité nationale de la Russie. Et donc, c'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine avait déjà, depuis 2020, demandé à la Douma de réfléchir, à la Douma et à l'état-major russe, de réfléchir sur comment est-ce qu'il fallait adapter, si tu veux, la doctrine nucléaire russe aux nouvelles menaces qui pèsent sur le territoire russe. Et c'est donc la raison pour laquelle l'état-major et la Douma
ont donc validé une réforme justement de cette dissuasion nucléaire russe, et cette nouvelle dissuasion a été publiée notamment par le site web du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette nouvelle doctrine? Eh bien, on apprend selon désormais la nouvelle doctrine nucléaire russe, toute agression contre la Russie et ses alliés par un pays non nucléaire avec le soutien d'un État nucléaire sera considérée comme une attaque menée conjointement. Ce qui voudrait donc dire que l'utilisation d'armes par l'Ukraine, qui est un État non nucléaire, mais qui est soutenu parce que la technologie que l'Ukraine utilise, en l'occurrence les attaques MS ou encore les missiles Scalp français, sont des technologies issues de deux pays qui détiennent l'arme nucléaire. Et donc, de ce point de vue, la Russie se réserve donc le droit de pouvoir utiliser l'arme nucléaire contre un État non nucléaire, au motif que celui-ci serait soutenu par des États nucléaires. Et donc, en plus de cela, la Russie peut aussi utiliser des armes nucléaires en cas de menace grave pour sa souveraineté, son intégrité territoriale et l'État allié qu'est la Biélorussie. Ça veut dire qu'elle étend ce qu'on appelle sa couverture nucléaire à la Biélorussie. Et en plus, dans cette doctrine, il est également fait mention d'un certain nombre d'États contre lesquels cette dissuasion nucléaire-là est mise en œuvre et les conditions de son utilisation, y compris le lancement de missiles balistiques visant le territoire russe. Donc, c'est ça véritablement les enjeux. Ça veut donc dire que ce n'est pas parce que l'Ukraine n'est pas un État nucléaire, ou ce n'est pas parce que les États qui sont à la limite de la frontière russe, notamment je parle des États otaniens comme la Lituanie, la Pologne, Lettonie, l'Estonie, tous ces États-là qui ne sont pas nucléaires, mais qui pourraient potentiellement représenter ou mener des attaques qui potentiellement pourraient fortement porter atteinte à la sécurité nationale russe. Ces États-là aussi, en cas d'utilisation de moyens ou de menaces réelles sur le territoire russe, pourraient également être frappés par cette doctrine nucléaire russe. Et donc ces changements, comme je l'ai dit, sont maintenant à la base de ce qu'on va considérer comme étant la nouvelle doctrine de la dissuasion nucléaire russe. On voit donc là véritablement que Vladimir Poutine a décidé d'élargir le champ de l'utilisation de l'arme nucléaire, ce qui a immédiatement fait réagir notamment les pays occidentaux qui estiment que c'est une nouvelle escalade de la part de la Russie et aussi une nouvelle tentative d'intimidation de la part de Vladimir Poutine à l'égard non seulement de l'Ukraine mais aussi de ses alliés. Pour l'instant, Washington, par le biais d'un communiqué fendu par la CIA, a fait savoir qu'elle n'avait pour l'instant pas observé de véritables mouvements au niveau du système d'armement nucléaire russe, parce qu'il faut savoir que évidemment, même si le système, en grosso modo, le système de protection, le système des forces des missiles nucléaires russes n'est plus ce qu'il était, par exemple dans les années 60 ou 70, où on estimait qu'il pouvait avoir dans les environs jusqu'à 5000 ogives le nucléaire détenu par la Russie. Aujourd'hui, évidemment, les derniers recensements qui datent de janvier 2020 expliquent que pour le moment, la Russie ou son système nucléaire disposerait d'environ 320 missiles balistiques et de 1181 ogives nucléaires. Alors, 1181 ogives nucléaires, ça reste encore considérable. Par comparaison, les États-Unis disposent à peu près environ 1000 et quelques aussi ogives nucléaires. La France dispose de 250 têtes nucléaires, le Royaume-Uni environ 300. Donc on voit qu'en termes de comparaison, c'est encore considérable la quantité d'armes nucléaires dont dispose la Russie. Et 320 missiles balistiques, ça veut donc dire que la Russie a la capacité de frapper n'importe quel de ses ennemis, principalement en Europe ou outre-Atlantique, étant donné la taille aussi, l'immensité du territoire russe, c'est quand même 17 millions de kilomètres carrés. Il y a 30 pays qui sont limitrophes de la Russie. Et donc, de ce point de vue-là, la Russie a véritablement la capacité de pouvoir frapper n'importe quel pays. Et donc, en révisant cette doctrine militaire qui, comme je le disais, depuis en fait les années 60, était purement défensive, c'est-à-dire qu'il fallait qu'un État nucléaire attaque la Russie pour que,
elle riposte en utilisant l'arme nucléaire. Cette fois-ci, cette doctrine-là est élargie aux États non nucléaires, mais qui seraient soutenus par des États nucléaires. Et à côté de cela, la Russie a clairement identifié les pays nucléaires qu'elle considère comme étant des pays hostiles et qui pourraient, à un moment ou à un autre, porter atteinte à sa sécurité nationale. Donc on voit que effectivement, en termes de doctrinal, la Russie monte d'un cran puisqu'elle élargit son spectre, mais est-ce qu'elle va véritablement faire usage de l'arme nucléaire? Rien n'est moins sûr parce que évidemment, on sait que dans l'histoire, jusqu'à présent, seuls les États-Unis ont fait usage de cette arme-là, notamment au Japon en 1945, et jusqu'à présent, aucun autre pays qui détiendrait l'arme nucléaire ne l'a jamais utilisée contre des populations civiles. Donc, évidemment, pour certains analystes qui sont un peu de jusqu'au-boutistes, ils estiment qu'en fait, c'est le fait que l'on modifie la doctrine n'est en fait qu'un autre moyen d'intimider les soutiens à l'Ukraine pour les dissuader de continuer à apporter des armes principalement à l'Ukraine. Or, pour d'autres, ils estiment que Vladimir Poutine est quand même quelqu'un qui ne prend pas les paroles en l'air. Et donc, en décidant de modifier la doctrine nucléaire russe, c'est qu'il veut véritablement se doter des moyens de pouvoir faire usage de cette arme-là en cas de menace, en cas de ce qu'il pourrait considérer comme des menaces réelles et avérées, notamment de l'OTAN. Il faut savoir qu'à peu près une dizaine de pays membres de l'OTAN sont déjà frontaliers avec la Russie. Donc, c'est dans ce cadre-là que, évidemment, et également en raison de l'évolution sur le terrain, puisque, je l'ai dit, les États-Unis ont enfin donné leur aval pour l'utilisation d'armes, de missiles balistiques, donc d'attaque MS. Donc tout ça fait que la Russie était bien évidemment obligée de riposter et donc se préparer à un éventuel passage vers l'utilisation de l'arme nucléaire. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et l'Ukraine a déjà commencé à utiliser les missiles. Oui, la Russie n'a pas réagi. Oui, il semblerait que hier, maintenant les communiqués ne sont pas les mêmes, il semblerait que hier, selon les autorités russes, 6 missiles attaque MS auraient été envoyés par l'Ukraine et ces missiles-là sur les 6 environ, on estime qu'environ, selon les Russes, 4 auraient été détruits et 2 auraient quand même atteint leur cible. Pour les autorités ukrainiennes, ce n'est pas 6 missiles qui ont été lancés, enfin pas les Ukrainiens n'ont pas officiellement dit, mais d'autres sources expliquent que l'Ukraine aurait en réalité utilisé 8 missiles attaque MS et que seuls 2 auraient été détruits par les systèmes de défense antiaérien russes. Donc pour le moment, et sur les dégâts qu'auraient causé ces missiles-là sur la Russie, parce qu'il semblerait que ces missiles aient été utilisés dans la région de Briansk. C'est une région aussi qui est proche, qui est dans un outblast ukrainien. Et donc le fait que l'on utilise ces armes-là serait une forme de test pour voir un peu comment est-ce que la Russie serait en capacité de pouvoir réagir face à l'utilisation d'une telle technologie. Est-ce qu'elle est en capacité de pouvoir les détruire, de pouvoir riposter, etc., avant éventuellement de les utiliser plus en profondeur sur le territoire russe, parce que les Ukrainiens expliquent qu'ils veulent ces missiles longue portée pour pouvoir détruire principalement les aérodromes, d'où partent les hélicoptères et les avions de l'armée russe, ces avions qui viennent infliger d'énormes dégâts, comme on a pu l'observer ces derniers jours, où des missiles se sont abattus sur des centrales électriques qui ont détruit et qui ont réduit encore la capacité de production d'énergie de l'Ukraine, alors qu'on sait qu'en plein mois de novembre, on est au début de l'hiver, et donc sans électricité, il serait difficile. Voilà, ça va être chaud pour les Ukrainiens. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.